local.ca. Un autre vidéo live qui s'amorce sur jeboislocal.ca. Salut, mon nom c'est Phil et je suis votre hôte ce soir. Je suis votre dégustateur virtuel en direct sur Facebook, entre autres, et aussi en rediffusion sur notre canal YouTube. Si vous visionnez sur YouTube, eh ben, allez cliquer sur s'abonner de ce côté-là et vous allez pouvoir suivre toutes nos vidéos de dégustation. Donc, chaque semaine, le concept n'est pas trop compliqué. Puisqu'on aime la bière, on s'en ouvre une bonne, on se connecte avec les gens de l'industrie, on déguste avec eux autres, question d'en savoir plus sur la bière. Et après ça, eh bien, évidemment, on vous permet de poser des questions et on vous permet de vous impliquer dans cette vidéo si, évidemment, vous êtes live avec nous autres. Alors, salutations aux gens. Vous pouvez toujours commenter dans la vidéo et puis nous, ça va nous faire un plaisir d'interrompre tout ça pour vous répondre, bien sûr. Donc, on parle de bière et ce soir, c'est la brasserie Archibald qui est à l'honneur. Oui, on connaît bien la brasserie Archibald, mais connaissez-vous les bières qui sont du programme de vieillissement en barrique de Archibald? Alors, un gros stout impérial ici en fût de Bourbon, c'est ce qu'on va goûter ce soir et c'est notre spécial Saint-Valentin. Pourquoi un stout impérial en fût de Bourbon à la Saint-Valentin? J'aurais pu choisir une belle bière rose, mais je préfère y aller avec le côté boîte de chocolat. Et gros stout impérial comme ça rappelle beaucoup le cacao, la chaleur et le réconfort du chocolat. Alors voilà pourquoi ce soir, j'ai choisi cette bière-là à l'honneur. Donc, brasserie Archibald, on va en savoir un petit peu plus sur cette brasserie-là avec la personne qui est responsable justement de ce programme de vieillissement en barrique chez Archibald. Il s'appelle Greg et on va tout de suite le rejoindre dans le confort de son foyer. Salut Greg. Salut. Donc, on dit tout de suite aux gens que tu es l'heureux papa d'un enfant de 4 ans en ce moment. Donc, 4 jours. 4 jours, excuse-moi, je me reprends. De 4 jours. Donc, si jamais il y a dérive mentale, on comprend très bien la situation, c'est ça? Oui, exactement. Mais j'ai quand même dormi 6 heures ce matin, ce qui est incroyable. Merci beaucoup à ma blonde, d'ailleurs. D'accord. Donc, Greg, écoute, en partant, il faut vraiment que je dise que je suis un peu jaloux de toi. Tu as tout qu'un beau travail. Tu travailles dans une entreprise quand même importante et qui a décidé d'y aller de l'avant avec les produits barriqués. Et toi, ta job, c'est juste les produits barriqués. Tu es responsable de cet aspect-là. Parle-nous de toi un petit peu. Dis-nous comment tu as fait pour en arriver là. Écoute, c'est sûr que le brassage, ça a toujours été une passion, un peu comme tout le monde qui sont dans le milieu, j'imagine. Là. Puis, je l'avais jamais vraiment vécu professionnellement. Là. Mais tu sais, depuis, je pense que j'ai 18 ans, là, on brasse dans le sous-sol de nos parents. 17-18, on avait comme des kits, on brassait avec des concentrés. Là, puis ça a toujours été une passion, même quand j'étais justement au cégep, jusqu'à, mettons, avant que je commence, là, j'ai tout le temps bu tout ce qu'il y avait de nouveau. J'étais tout le temps vraiment plugué dans le milieu. Puis, écoute, ça va faire, je pense que ça fait 5 ans que je fais ça là, professionnellement. Là. J'ai commencé à travailler comme assistant brasseur justement chez Archibald. Puis là, je le fais professionnellement. Là, grâce justement à la compagnie, j'ai pu suivre des cours aussi en même temps. Puis, là, c'est ça. Là, quand ce projet-là il a été discuté, c'est sûr que je me suis vraiment, vraiment manifesté. Ça m'intéressait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là. C'est quelque chose que je trouvais malade. Surtout que ce qui est, tu sais, la chose avec les petites brasseries, mettons, qui font du barrel aging, souvent, c'est souvent pas la majorité, mais tu sais, la plupart du temps, c'est, tu sais, le brasseur, il a comme pas le temps vraiment de s'en occuper, là, tu sais, ils prennent une de leurs bières, puis tu sais, ils la mettent en baril, puis ils voient qu'est-ce que ça fait, là, mais tu sais, j'ai vraiment un programme de barrel aging où ce que je peux penser à des bières qui vont vieillir, dans le fond, qui sont pas nécessairement bonnes à consommer tout de suite, mais qui vont être bonnes après. Ça, c'est génial, là, c'est vraiment, c'est un beau poste rempli de défis. Puis là, en plus, ça commence, fait que il n'y a pas de recette à suivre. Là, les autres, ils veulent avoir le meilleur produit possible. Fait que c'est ça. Ce que je fais présentement, c'est que j'essaie de faire le meilleur jus possible sans contrainte de temps. Là. Je peux faire pas mal ce que je veux. Là. Écoute, tu as évoqué la situation où les petites brasseries mettent ça en barrique. Écoute, je parle par expérience, ça nous est arrivé. Moi, j'ai travaillé en brasserie aussi et c'est exactement le cas. On met des produits en barrique dans l'espoir de les sortir. Finalement, on oublie comment on doit faire, on oublie les suivis, on oublie aussi la mettre en marché. Finalement, on se ramasse avec des produits qui sont hors saison. On n'a pas pensé au calendrier. Donc, effectivement, tu as raison. Et c'est pour ça que je trouve que tu as une méchante belle job. Puis c'est le fun, tu es parti dans l'entreprise, puis tu es resté au sein de cette entreprise-là. On va justement parler un peu d'Archibald. Écoute, c'est une brasserie que tout le monde connaît parce que, évidemment, on connaît la marque, on connaît le logo, on connaît les restaurants
qui sont un peu partout au Québec maintenant. Et c'est parti au Lac-Beauport. Et là, le concept s'est élargi. Et là, on le sait, après ça, après les années, le volet canette, le volet bière de distribution a été vendu à un grand brasseur. Et donc, c'est dans cet esprit-là que Marchibald a continué à sortir des bières. Et là, on a vu aussi les séries artisans, je ne sais pas si c'est exactement le mot de ces séries-là, mais de produits un peu plus de niche qui se rapprochent beaucoup plus de la microbrasserie. Donc, c'est dans cet élan-là, je pense que le barrel aging est arrivé, j'imagine, aussi chez Archibald là, par la même occasion. Exact. Ben, tu sais, comme, parce que dans le fond, Archibald, c'est une brasserie, à la base, je pense que c'est une brasserie assez traditionnelle dans le sens que les brasseries, mettons, si tu vas en Allemagne ou en Belgique, ils vont produire, mettons, 8 sortes de bières, puis c'est ça. Ils sont connus pour ça. Puis c'est un peu comme dans cette tradition-là, mais là, tu sais, on se rend compte que le marché est à l'innovation beaucoup. Puis, tu sais, on est vraiment des. En tout cas, il y a des gens qui vont dire non, là, mais il y a vraiment des excellents brasseurs qui travaillent pour Archibald, des gens qui ont des bonnes idées aussi. On est capable d'innover. Puis en plus, on a la chance de pouvoir le faire en grande échelle. Fait que c'est pour ça que justement, les séries comme Fin Brasseur, c'est sûr qu'on on va se mettre aussi de la partie pour faire des trucs à la mode aussi, comme justement les New England, les smoothies, c'est tout ce qui sort aussi, là, parce que on peut le faire aussi, ouais. Ben écoute, il y a déjà ces produits-là sur le marché. J'ai goûté la New England IPA, justement, de la série Fin Brasseur, et coup de cœur personnel pour la Cream Ale qui est conditionnée à l'azote en canette. Ouais, sincèrement, moi, j'adore cette bière-là. Quand j'allais au restaurant, je suis content qu'elle soit en canette, et c'est difficile de rendre une Cream Ale si elle n'est pas à l'azote. Et là, tour de force, hein, c'est quand même techniquement un peu complexe à faire. Alors, coup de cœur. C'est un des petits avantages, justement, de faire partie d'un gros groupe, c'est qu'on a accès à des technologies qui sont plus restreintes pour justement les plus petits, là, avoir justement de la capsule d'azote, c'est super le fun, puis c'est une belle chance, ça permet de faire vraiment des bons produits, à mon avis. Là. C'est le dry stout, puis l'Irish aussi, là, super pas pire. Là. Exactement, vraiment des beaux produits. Et ce soir, pour la Saint-Valentin, je ne sais pas si tu aimes mon lien avec la Saint-Valentin, les chocolats et le Stout impérial, mais on a choisi de déguster votre Stout impérial. Il y a d'autres produits, tu vas nous en parler un peu plus à la fin. On va voir un peu aussi ce qui est dans votre programme de barrel aging. Et ce soir, on parle de Stout impérial en fût de Bourbon. On va commencer par notre dégustation, par parler du style. Il y a un mariage tout à fait magique entre la bière noire et les fûts de Bourbon. Chimiquement, moi, je ne peux pas l'expliquer. On peut faire diverses variantes avec plein des barils, bien des styles de bière, mais ce mélange-là, Stout impérial et fût de Bourbon, c'est une formule gagnante. C'est une formule gagnante. Hein? Il y a quelque chose de chimiquement compatible. Oui, puis d'ailleurs, c'est justement, ça va être, on n'a comme pas vraiment de guidelines. C'est sûr qu'on est encore dans les débuts. Mais un des guidelines qu'on avait, c'est que au moins comme la moitié de notre production, ça va être du Stout impérial Bourbon parce qu'on sait ce que ça va donner. On sait, comme on dit, c'est vraiment un mariage parfait. Là, ça se marie bien. C'est un produit qu'on sait ce qu'on va donner. Fait qu'au moins, il y a moins de risques. Là, au moins, on sait que ça va donner quelque chose de pas pire. Puis ça a commencé, en fait, ce que je me suis fait dire, ça a commencé que François Nolin, dans le fond, le propriétaire des restaurants Archibald, il a goûté à la Bourbon County chez Goose, puis il a vraiment aimé ça. Puis là, c'est ça qu'il s'est demandé, genre, est-ce qu'on peut faire ça nous autres aussi? Ouais. C'est un peu pour ça aussi que ça s'en allait vers là, justement, le Stout impérial Bourbon. Donc, c'est un style qui est quand même assez populaire, mais je veux dire, quand le mariage est parfait, je veux dire, pourquoi on n'irait pas là-dedans? Hein? Ces fûts de Bourbon, en plus, sont amplement disponibles. Hein? Quand on connaît l'histoire un peu, c'est que dans la loi américaine, ils peuvent s'en servir seulement qu'une fois. Donc, ça fait que ces barils-là sont super faciles à trouver. Fait que ça rend la chose encore plus le fun à faire. Ils sont frais et ils goûtent beaucoup, justement. Le fait qu'on peut, que pour faire un Bourbon, il faut que tu t'en serves juste une fois. Ça fait en sorte que sont encore beaucoup de chargés d'arômes du bois, puis ça fait quand même vraiment des bons produits aussi. Ils sont moins chers, vu qu'il y en a beaucoup. Là. Exactement. Donc, les brasseries vont souvent travailler avec une distillerie en particulier parce que chaque distillerie a un petit peu sa signature et élaborée à partir de ça, mais on est dans des classiques ici assez intéressants. Juste avant de déguster la bière, côté Stout impérial, parle-moi un petit peu de la recette. Je veux dire, c'est une recette de Stout impérial que vous aviez depuis longtemps. Vous l'avez ajustée? C'est une recette, je pense que c'est l'ancien brasseur en chef qui avait fait, Fred. Puis, dans le fond, je pense que c'est sa recette qu'on a révisée là, par la suite. La bouteille que tu as, le pourcentage, c'est 9%, je pense. Oh, je vais regarder. Là, je suis en train de la verser, mais dès que j'ai fini ça, je vais confirmer avec toi.
Ben, c'est ça, je pense que c'est la première version, dans le fond, qu'on a faite, qui est à 9%. Vu que c'était comme dans les premiers essais, c'est sûr que moi, je trouve qu'un stout impérial, ça, à mon avis, il faut que ça dépasse 10%. Là. J'aime beaucoup la chaleur de l'alcool. Puis c'est sûr que j'ai une vision du stout impérial. Là. Celle-là, je la trouve peut-être un petit peu trop mélo. Puis les versions, en tout cas, qui vont sortir, c'est sûr ils vont être un petit peu plus fortes en alcool. Mais la recette, elle reste à peu près la même. Là, parce que, en tout cas, si tu as travaillé en brasserie, tu le sais sûrement que brasser des bières qui ont plus que 8% d'alcool sans tricher, sans mettre de sucre, c'est quand même difficile. Là. C'est un défi. Ouais. Fait que c'est ça, c'est s'ajuster aussi, puis c'est de le faire en grande quantité là, à Val-Bélair sur un kit qui, à la base, n'est pas nécessairement fait pour brasser des bières aussi intenses que ça. Là. Mais Donc, c'est ça, il n'y a aucun compromis qui est fait sur notre recette. Là. Dans le fond, le grain qu'on utilise, c'est même pas du 2 rangs, c'est du Maris Otter qui vient d'Angleterre. Purement puis, anglais, ouais, c'est ça, purement anglais. Puis même chose pour les spécialités, on est allé assez traditionnel. Là, puis, ouais, ça donne quand même une pas pire recette. Les prochaines vont être un petit peu plus fortes en alcool, mais un petit peu plus sucrées aussi pour compenser, pour garder l'équilibre. Donc, je te confirme que la bouteille que j'ai, c'est 9% d'alcool, mais ça va être délicieux quand même. Donc, on parle de Stout Impérial pour les gens qui s'y connaissent moins. Donc, Stout, c'est une bière noire et Impérial va sûrement faire référence au taux d'alcool. Donc, on a ici une bière noire qui est plus forte en alcool, d'origine anglaise, tu l'as mentionné. On s'attend donc à une chaleur d'alcool et le bourbon aussi, on s'attend à sa signature. Donc, on regarde tout de suite la couleur, c'est indiscutable, c'est une bière noire. Aussi. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et même... moi, je pense que quand on travaille avec des bières plus fortes comme ça, il y a plus de grains noirs et la mousse aussi, hein, une belle couleur, beaucoup plus foncée qu'un stout, peut-être moins fort en alcool où il y a eu moins de grains, une belle couleur, puis une belle tenue de mousse aussi dans ce verre-là. Exactement, surtout dû au fait aussi qu'on a bouilli vraiment beaucoup, là, ça rend le liquide assez visqueux, puis ça apparaît aussi dans la mousse. Là. C'est un des trucs pour avoir une densité plus élevée. Là, je pense qu'on la bouille 3 heures, celle-là. Là, fait que ça fait quand même, ça apparaît justement dans la mousse. Puis, comme donc, tu dis, avec les grains spécialités aussi. Plus on bouille, plus on va faire évaporer l'eau, plus on va concentrer le liquide. C'est un peu ça l'idée derrière. Donc, dans notre dégustation, après qu'on s'est régalé les yeux et qu'on a très, très hâte de boire ce liquide-là, on peut quand même, avant de goûter, de se mettre le nez dedans, parce que le nez va nous amener quand même une belle valeur au niveau de la dégustation avant même d'y goûter. Et en promenant le verre comme ça, j'ai déjà les effluves de bois mélangés avec le cacao, le chocolat un petit peu. Là, c'est vraiment là, ce que j'ai au nez. Et quand on goûte plusieurs versions de ces bières-là, des fois, j'ai l'impression qu'au nez, on peut déjà dire comment le bourbon va être présent aussi dans cette bière-là. Là, on exactement, le sent vraiment. Exactement. Ben, les arômes, c'est très rare que c'est pas révélateur de ce que tu vas goûter. Puis c'est pour ça que c'est comme l'étape juste avant. Là, c'est pour te préparer un peu. Puis c'est très rare, en fait, que c'est ça, quand tu sens justement le bourbon autant, c'est rare que on le goûte pas. Là. Exactement, on est prêt. Là, des fois, on goûte des IPA, on se demande là, si qu'est-ce que ça va goûter. Mais là, dans ce cas-là, on est prêt. On le sait que le bourbon va être là. On le sait que c'est à 9%. Donc, on va maintenant procéder à la dégustation dans la bouche. L'étape où on va goûter. Santé à toi, Greg, et aux gens de Archibald qui sont derrière ce beau projet-là. Donc, on goûte à ce Stout Impérial. Donc, les gens qui découvriraient cette bière-là seraient probablement un peu surpris. C'est évidemment des bières très costaudes, on s'entend. Costaudes d'un côté où on parle quand même d'une noire à 9% d'alcool. Côté torréfié qui est très, très présent. Là, on le goûte vraiment. Et on ajoute à ça le bois, les tanins du bois et le bourbon. Donc, on parle d'une bière quand même avec assez d'impact ici. Là. On n'est pas dans les sessions. C'est pas mal un des styles les plus intenses. Là. Je trouve qu'en intensité de saveur, là, c'est très, très, très intense. Puis, c'est une belle expérience, mais peut-être pour la personne qui n'est pas habituée, ça va être surprenant, comme tu dis. Mm-hmm. Et si vous vous amusez à goûter plusieurs versions de Stout Impérial, on est capable de détecter la recette en arrière. Parce que des Stouts, évidemment, que ce soit impérial ou pas, chacun a sa recette, chacun a sa balance de grains torréfiés un peu plus, de grains chocolat un peu plus. On a une signature particulière. Ici, le torréfié, on le sent très, très bien. Là. Le torréfié égale un peu café. Là. C'est le goût là, qui est égal à ça. Donc, on le sent très, très bien, le torréfié, dans cette version du stout, j'imagine, de base. Ouais. Et additionner du bourbon, là, ça nous laisse une belle
Des beaux tanins là, en bouche. Là, Puis ce qui est merveilleux justement de faire du barrel aging puis d'être concentré là-dessus, c'est que la recette de Stout Impérial, je le sais qu'avec le vieillissement, elle s'adoucit beaucoup. L'astringence disparaît, puis le côté rôti aussi a tendance à se tasser pour faire plus place comme un côté comme date puis framboise, plus doux un peu. Fait qu'on l'a fait volontairement très, très, très astringente puis amère. Tu sais, du roasted, on en met quand même pas mal plus qu'on en mettrait dans une Stout Impérial ordinaire. En prévoyant le 8 mois de vieillissement. Parce qu'on la laisse pendant 8 mois. À date, c'est ça, on n'a pas de contraintes, mais elle est bonne après ce temps-là. Fait que je la sors après ce temps-là. Peut-être qu'avec le temps, je vais la laisser plus ou moins. Là. Mais en tout cas, pour l'instant, bref, on brasse une bière qui est comme pas nécessairement très bonne à boire tout de suite après. Qui est vraiment faite pour être vieillie. C'est ça qui est quand même intéressant de faire du barrel aging. C'est vraiment, vraiment intéressant. La plupart des brasseries vont se contenter de prendre une recette et la mettre en barrique, mais de vraiment ajuster les paramètres pour se fixer un but par rapport au vieillissement, c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai rencontré des brasseurs qui faisaient du fût de Bourbon pendant 2 semaines, puis qui étaient très contents de l'impact. Donc, chacun a un peu sa vision des choses. Évidemment, plus on attend longtemps, plus la bière va être en contact avec l'oxygène, parce que évidemment les barriques sont poreuses, l'air passe, et ça amène une nouvelle signature aussi. Donc, c'est tous des paramètres avec lesquels on peut jouer avec cette bière-là. Là, présentement, je bois la même version que tu bois, sauf que je suis allé la chercher dans notre chambre de vieillissement forcé qu'on appelle. C'est comme une chambre plus chaude. Là. Fait que la mienne, elle a en théorie peut-être quasiment 1 an plus que celle que tu bois. Fait que ça me permet de voir aussi comment est-ce qu'elle va être dans 1 an. Là. Le fait d'avoir laissé des bières au chaud, ça les fait comme vieillir plus vite. Là. Ouais. Puis c'est encore très bon, bref. D'après moi, là, ça va être des bières à vieillir. Là. S'il y a des gens qui sont intéressés de mettre ça dans leur cellier puis d'attendre peut-être genre 2 ans, là, ça pourrait être je pense que ça va être une bonne bière à vieillir. Exactement. Il y a 2 aspects. Il y a un aspect que j'ai oublié, température de service. On revient au début de la dégustation, mon erreur, mais température de service, super important dans le cadre de ces bières-là, hein, parce que si vous buvez ça directement du frigo, vous allez passer à côté de quelque chose. Puis je fais toujours la comparaison avec un gros Cabernet Sauvignon rouge, frais sorti du frigo. C'est pas tout à fait ce qu'on veut. Moi, je l'ai sorti une demi-heure avant peut-être la dégustation. Tu suggères quoi, toi? Comme un vin rouge, 20-25 minutes. Ouais, ça peut être ça. J'ai laissé sortir aussi avant. Là, puis, dans le fond, très froid d'avoir quasiment juste goûté le chocolat noir, puis très chaud d'avoir goûté très acide, puis fruits rouges. Fait que, tu sais, à peu près dans la mi-chemin, là, plus frais, là, ben, on va avoir tout. On va avoir la vanille aussi, là, tout ce qu'on veut avoir. C'est ça qui est intéressant. Puis évidemment, si vous la buvez tout seul, c'est un 500 ml. Fait qu'à la fin, vous allez, la bière va sûrement être plus chaude, puis vous allez avoir un autre côté de la bière qui va vous apparaître. Et l'autre aspect, on parle justement de faire vieillir. Les gens sont intéressés à savoir quel genre de bières peuvent justement vieillir, s'affiner avec le temps. Ça, c'en est un bon exemple. C'est assez facile à comprendre. Elle est déjà vieille quand elle est embouteillée. Hein, exactement. Elle est déjà vieille, donc c'est sûr qu'elle peut vieillir encore plus. Donc, tu le disais, on peut mettre ça sans problème de côté pendant plusieurs années et ne pas s'inquiéter. Et au contraire, on va découvrir peut-être quelque chose de vraiment intéressant avec le temps. Oui, exactement. Puis, tu sais, surtout si c'est le fun parce que si c'est un projet un peu comme mettons, je prends les 3 mousquetaires, le porteur baltique qui sort toutes les années, l'édition spéciale. C'est le fun qu'ils en font toutes les années parce que tu peux te faire comme, ils appellent ça une verticale, là, tu peux la goûter sur 5 ans. Tu sais, tu peux en avoir une de cette année, de l'année passée, pendant 5 ans, si tu es assez assidu pour en garder. Là. Mais tu sais, la Stout Impérial, on va en faire, d'après moi, de manière constante. On va tout le temps en avoir, fait que ça va être une bière aussi que ça va être intéressant de peut-être en acheter une à toutes les années pour voir comment est-ce qu'elle évolue dans le temps puis dire, OK, c'est après, mettons, 2 ou 3 ans qu'elle est meilleure. Après ça, c'est moins bon. Ou après 4 ans. Exact. Puis amusez-vous à comparer parce qu'il y en a quand même plusieurs Stout Impérial sur le marché et c'est loin d'être pareil. Là. Je veux dire, vous allez goûter à 2 trucs séparés là, et vous allez voir, on est des millions d'années-lumière parce que la recette n'est pas la même, le temps en barrique n'est pas la même, les barriques sont pas les mêmes, c'est pas le même bourbon, tous les paramètres sont différents, donc ça vaut vraiment la peine de comparer ces produits-là. Écoute, pour finir la dégustation, c'est toujours le fun de parler aussi de la finale. Qu'est-ce qui nous reste après quelques minutes en bouche? Moi, je trouve que c'est un stout qui est très torréfié. Hein? Le côté torréfié est très, très là. Et les tanins amenés par la barrique aussi sont présents. Donc, c'est vraiment ce côté-là qui nous reste en bouche. Hein? Côté tannique, là, on a l'impression que la langue nous colle un petit peu au palais, là, ce côté-là là, qui reste en bouche, qui est intéressant quand même aussi, là, qui est pas. On est loin du sucré, en fait, avec la finale de ce bière-là. Oui, c'est ça, c'est ça.
C'est un des défauts que j'ai trouvé à la première itération, c'est que la densité finale, le sucre résiduel, je le trouvais peut-être un peu bas. Puis c'est des choses en tout cas qui ont été améliorées dans les prochaines. C'est sûr qu'il n'y a jamais rien de parfait, puis on s'améliore tout le temps, là, mais c'est ça. Je pense que c'est quand même. Un très bon breuvage pour la Saint-Valentin. D'ailleurs, on offre dans le post de ce vidéo un 10% de rabais sur cette bière-là, si vous voulez vous la procurer dans notre boutique Je bois local. Garochez-vous et offrez ça à la Saint-Valentin à vous-même ou à votre amoureux, amoureuse. C'est une belle boîte de chocolat, mais version liquide. Pour vous autres. Écoute, j'aimerais ça t'entendre, Greg, en terminant sur les autres produits de votre série Barrel Age et qu'est-ce qui s'en vient dans cette belle univers là, qui se développe. On voit les photos et je vais les remettre, là, mais on voit les photos de votre chai. Il y en a, là. Il y en a quelques-uns, là. Ben, ça va être gros, là. Je suis pas encore à capacité maximale au complet, là, mais je vais tomber quand même bientôt capacité maximale pour on a calculé 350 barils. Fait que Quand même, hein? c'est ça le défi des petites brasseries. C'est si tu veux te faire connaître, puis si tu veux que les gens sachent que tu fais un bon produit, il faut que tu puisses en faire beaucoup. Puis c'est ça comme le côté négatif, ben pas négatif, mais c'est ça qui est comme limitant dans des petites brasseries, la petite production, c'est qu'ils ne se feront pas connaître vraiment loin. Puis souvent, ça va les limiter dans leur cote. Parce que, mettons, si tu veux avoir beaucoup de reviews positives pour une bière, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui y goûtent. Puis c'est un peu la chance que j'ai d'avoir beaucoup de place puis de pouvoir en faire à grande échelle. C'est quand même un beau défi. Mais écoute, regarde qu'est-ce qui s'en vient. C'est vraiment que ça n'est pas sorti, mais pour la Saint-Valentin, ça aurait été parfait. J'ai pris une partie de la dernière batch d'Imperial Stout Bourbon qu'on a faite. Puis j'ai mélangé avec 20% de bière sûre aux framboises. OK. On a pris à peu près la même recette que la surdelle aux framboises qu'on fait, mais j'ai mis 2 fois plus de framboises. Là, je veux vraiment que ça goûte. Là. Ça fait comme un gâteau forêt noire. Là. C'est vraiment, vraiment. Puis en plus, l'acidité, ça vient rendre la bière encore plus buvable. Même les gens qui n'aiment pas les bières super lourdes, qui finissent comme justement avec beaucoup de torréfiés, ça rend vraiment, vraiment équilibré et buvable. C'est pas encore sorti. Là, je l'ai embouteillé un petit peu avant les fêtes, mais c'est pas encore sur les tablettes, malheureusement. Mais ça va être quand même vraiment pas pire. Puis sinon, ben, ce qui est le fun, c'est qu'on a une série Wild aussi. Je vais travailler avec les levures sauvages. J'ai embouteillé des choses que je suis le plus fier. C'est comme ma création du début jusqu'à la fin. Là. Je l'ai créé, je l'ai brassé, je l'ai mis en baril, puis j'y ai veillé. Là. C'est une IPA sauvage en fût de Brunello, qui est un vin rouge italien. OK. Puis on a mis des brettes Clauseni là, qui sont un peu sont un peu comme les levures sauvages les plus douces, là, parce que ceux-là qui sont vraiment extrêmes vont goûter comme le cuir puis le foin, là, mais là, les Clauseni sont vraiment plus douces. Puis tu peux sentir que c'est wild, mais c'est pas vraiment prenant. Là. Mais c'est ça, bref, ça c'est vraiment bon. Je pense qu'il y en a dans les restaurants, je suis pas certain. Toutes les petites innovations, toutes les choses que je fais en petits tirages, ça va être disponible en premier dans les restaurants, c'est sûr. Si il n'y a pas assez de bouteilles, ça ne pourra pas se ramasser dans le magasin. Fait que, si vous voulez goûter à des trucs vraiment nouveaux, décoiffants, genre, ou des affaires un peu plus exagérées, qui sont comme pas passées au conseil encore pour le faire en grosse quantité, ben ça va être dans les restaurants. Yes. Puis on espère que ça réouvre très bientôt. Oui, ben oui. On le sent, ça s'en vient. Ouais. Mais on peut aller en prendre en take-out de la bière. Là. Oui, c'est vrai. Tu as bien raison. Ouais. Donc, écoute, ça fait le tour de tous ces beaux produits. C'est sûr que dans les dépanneurs spécialisés en bière de microbrasserie, vous pouvez trouver ce genre de produits-là. Quand tu me disais, c'est sûr qu'il va y avoir de plus en plus de ces produits-là disponibles dans les tablettes des marchands. Vous allez reconnaître le logo d'Archibald, mais vous allez voir aussi un format plus bouteille qui est plus commun dans les cas des bières vieillies. Tout ce qui est en bouteille, en fait, tout ce qui est en bouteille d'Archibald, c'est du programme Barrel Aging. C'est vraiment, on a réservé la bouteille parce qu'on voulait avoir du produit d'exception. Puis tout ce qui est en bouteille, Archibald, ça va être du Barrel Aging. Donc, on s'attend et j'ai très hâte de goûter les nouveaux produits. Tu m'as allumé avec ta version avec les framboises parce que les framboises et le côté torréfié des bières noires, le mariage encore là, il est vraiment très, très bon. Merci beaucoup, Greg, de ta participation. Ça fait plaisir. Merci, c'est vraiment le fun. Puis je trouve que c'est intéressant de voir, même si on connaît beaucoup Archibald et que les bières sont vraiment... il y a une belle gamme de bières grand marché qui sont vraiment très, très bonnes. Il faut voir aussi en arrière tout le côté artisan et les passionnés qui sont derrière ça et on voit les photos et on voit ce que vous avez accompli. Donc, c'est vraiment super intéressant d'avoir pris le temps de nous exposer ça. C'est toujours un plaisir de parler de ma passion. Merci d'avoir invité. Good, merci. Et merci à vous autres d'être parmi moi et parmi nous
avec ce vidéo et votre participation. Donc, si vous nous écoutez live ou si vous nous écoutez en reprise sur notre canal YouTube, vous pouvez vous abonner à notre canal et ainsi avoir toutes les dégustations en direct. Et sinon, comme je le disais, sur jeboislocal.ca, sur notre boutique pour les gens de Québec, spécial 10% de rabais sur ce produit-là jusqu'à dimanche dans le post de ce vidéo. Vous allez avoir le code rabais pour aller chercher votre rabais sur cette belle offre avec ce produit d'Archibald. Là-dessus, c'est la fin de ce beau vidéo. Merci beaucoup. Je suis de retour la semaine prochaine parce que j'aime ça. Jeboislocal.ca